Cette web diffusion vous est présentée par Desjardins, fier partenaire des Jeux du Québec. En direct du complexe sportif de Drummondville, vous écoutez la web diffusion, la compétition de judo, la 50e finale des Jeux du Québec, Drummondville, hiver 2015. Bon début de journée, mesdames et messieurs. Jean Laure en compagnie de François Noël pour la web diffusion de cette compétition de judo. François, on est déjà rendu à l'étape demi-finale du U16, du tournoi par équipe U16 féminin. Tu nous parler un peu de ce qui s'est passé depuis ce matin dans la compétition par équipe? Alors, depuis ce matin, on a vraiment on a passé au travers les préliminaires au niveau du combat par équipe, des combats par équipe masculin et féminin. Donc, sur les deux tapis, on est rendu au demi-finale maintenant. Donc, les équipes qui ont réussi à passer à travers les préliminaires du côté féminin sont Rive-Sud et Estrie qui vont s'affronter à l'instant. Et de l'autre côté du tableau, Mauricie contre Montréal. Qui vient de remporter justement la victoire contre la Côte-Nord. Exactement. Ensuite, du côté masculin, du côté masculin, la demi-finale, Richelieu-Yamaska rencontre Rive-Sud. Et de l'autre côté, nous avions Saguenay-Lac-Saint-Jean et Montréal. Donc, l'annonce va déjà être faite du côté masculin. Côté masculin. Richelieu-Yamaska qui a remporté la première demi-finale. Richelieu-Yamaska qui va se retrouver en finale un peu plus tard cet après-midi. Dès environ 14h30. C'est ce qu'on dit. 14h30, 15h. Parfait. Donc, on fait l'annonce maintenant des équipes qui vont s'affronter ici du côté féminin. Rive-Sud du côté blanc. Et Estrie du côté bleu. Tu nous parlais un peu, dans plusieurs disciplines, on l'a vécu, on est maintenant à la 7e journée des Jeux pour la web diffusion. Dans plusieurs sports, on a un tournoi par équipe propre aux Jeux du Québec et c'est le cas également en judo. Tu nous parlais un petit peu de la composition du tournoi et comment on détermine les athlètes qui vont participer un petit peu, là, les règlements de ce tournoi par équipe. Oui, sans problème. Le tournoi individuel en judo, c'est assez simple, somme toute. C'est un tableau comme les tableaux au tennis. Où, alors, les gens progressent dans le tableau. Simple élimination. Double élimination. Double élimination, okay. Il y a un repêchage. OK. Et donc, on s'en va comme ça pour toutes les catégories de poids. Au Jeux du Québec, il y a 8 catégories de poids masculines et 6 féminines. Maintenant, ce qui est différent aujourd'hui, pour la 3e journée de tournoi de judo, c'est un tournoi par équipe, comme vous venez de le dire. Donc, aujourd'hui, les équipes, c'est l'équipe qui progresse. Donc, les gens, les filles, exemple, les filles qui vont combattre ici, la catégorie moins 44 kg, les deux vont s'affronter. Et au lieu que ce soit la personne qui va avancer, ça fait 1 point pour son équipe si elle remporte. Et donc, les 7 catégories qui sont représentées dans le tournoi par équipe, au total des points, l'équipe qui gagne, l'équipe qui a le plus de points, progresse dans le tableau. Au total de 7. Donc, exemple, un 4 de 7. On peut avoir une défaite, on peut perdre un combat, nous, mais si notre équipe en remporte plus, on progresse. Donc, il y a vraiment un esprit différent. On est plus habitué aux résultats individuels et au travail personnel que du travail par équipe. Mais les Jeux du Québec se prêtent très bien à ce genre de tournoi. Ça fait partie de la magie des Jeux du Québec. Exactement. Encourager sa région et de travailler également, non pas au niveau individuel, mais pour sa région. Exactement. Parfait. Alors, on voit les officiels qui font leur entrée. En judo, il y a une petite différence au niveau du développement aussi, au niveau des officiels. Alors, il y a 3 arbitres. Les 3 arbitres sont sur le tapis aux Jeux du Québec. Donc, il y a l'arbitre central et il y a les juges de coin. Puis on a maintenant droit il y a maintenant la reprise vidéo aussi, mais seulement pour des cas qui demandent vraiment une grosse problématique, qui pourrait faire en sorte que la mauvaise personne remporte le combat. On peut aller à la reprise, mais ça... Est-ce que c'est à la demande de l'entraîneur, comme dans les autres sports? C'est l'arbitre vraiment qui va décider. L'entraîneur n'a aucun droit sur la reprise vidéo. Parfait. On n'a pas une demande par combat. Souvent, c'est le chef de tapis qui est à la table, près du vidéo, qui lui-même peut revoir à sa guise et à ce moment-là, faire un signe aux arbitres sur le tapis. Et là, il y a un conciliabule, mais ça demeure toujours les 3 arbitres sur le tapis qui vont décider du résultat.
Donc on débute le premier combat. Rive-Sud, Estrie. Rive-Sud en bleu, Estrie. Estrie en bleu et Rive-Sud en blanc. Rive-Sud en blanc. Rive-Sud en blanc et Estrie en bleu. Et Estrie du côté bleu. C'est ça. Là, on voit présentement que l'équipe d'Estrie ont tous revêtu le judogi bleu, l'habit de judo bleu, qui est permis aux Jeux du Québec et qui est obligatoire au niveau des tournois nationaux et plus. Si on n'a pas la personne était seule en 44 kilos. Première. Alors, je m'excuse, on est allé un petit peu vite. Ouais. Mais premier point du côté de l'Estrie. Premier point du côté de l'Estrie. Maintenant, on va appeler la catégorie 48 kilos. Là, il va y avoir un combat car il y a des athlètes des deux côtés. Donc, comme je disais, le judogi bleu est permis, ce qui facilite le travail des arbitres. Sinon, si les deux ont seulement un habit blanc, alors il y a un ceinturon qui est placé par-dessus la ceinture, un blanc et un bleu. Alors, on est en action. On voit, et voilà, déjà une très belle projection qu'on appelle la Raigoshi. Et ça met fin au combat car l'adversaire est tombé avec force et vitesse sur le dos. Et donc, c'est ce qu'on appelle hippon, qui met fin au combat même s'il reste du temps. Moins de 52 kilos maintenant. Alors, c'est commencé. Alors, on peut constater que les deux filles, les deux athlètes se chamaillent, on peut dire ça, pour la prise du judogi, savoir où mettre les mains sur l'habit, pour essayer d'avoir un avantage sur l'autre. Là, il y a eu une projection qui n'était pas sur le dos avec force et vitesse. Donc, il y a ce qu'on appelle une marque qui se nomme Yuko. Et donc, cette marque-là permet d'avoir un avantage au tableau. On peut lire ça comme 1-0 présentement. Il y a un autre 1-0 pour Rive-Sud parce qu'elle a fait la projection. Et donc, il y a une deuxième marque qui est possible d'avoir, c'est le Wazari. Le Wazari qui est plus près, comme là. Le Wazari qui est plus près du hippon, qui est une projection sur le dos. Maintenant, l'arbitre a jugé que cette projection-là méritait hippon, avec force et vitesse et très largement sur le dos. Donc, Rive-Sud remporte le match. Alors, victoire de Rive-Sud. Donc 2-1 maintenant pour l'Estrie. On passe maintenant à la catégorie 63 kilos, si je ne me trompe pas. C'est ça, la catégorie moins 63 kilos. Alors, on peut voir que l'athlète du côté blanc, l'athlète de la zone de Rive-Sud, est une gauchère, ce qui fait en sorte que la prise du judogi est différente, vraiment. Est-ce que ça peut lui donner un avantage? Est-ce qu'il y a beaucoup de gauchers en judo? Est-ce qu'on s'adapte au niveau, là? Il n'y a pas énormément de gauchers en judo, surtout au niveau développement, comme ça, on en rencontre un peu moins, mais on peut constater que le pourcentage de gauchers augmente plus on monte le niveau du judo. Donc, 2 Wazari. Un Wazari pour la projection et un Wazari pour avoir immobilisé pendant 15 secondes l'autre personne sur le dos.
et ça se cumule pour un troisième hippon. point pour l'Estrie. Oui. Point pour Rive-Sud. 2-2 maintenant. Rive-Sud qui a remporté. Maintenant, la catégorie des plus de 63 kilos. Voilà une projection sur l'arrière nommée Tami Otoshi. Et donc, cette projection a été notée hippon par l'arbitre central, mais les deux juges de coin n'étaient pas d'accord avec la décision. Et donc, le combat continue. Le combat continue. Ils ont pu donner une évaluation qui était de Wazari. Donc, l'arbitre, c'est toujours à la majorité des trois. Donc, l'arbitre doit se plier et changer le hippon pour un Wazari. Et on a vu que les deux athlètes là n'ont pas entendu l'appel de l'arbitre. On continue à combattre toujours. On continue jusqu'à temps qu'on entende l'arbitre signaler le maté, qui veut dire l'arrêt de combat. Lorsqu'il y a une évaluation, il n'y a pas un maté instantané, donc il vaut toujours mieux continuer de travailler. C'est ça. On a vu que les deux athlètes là, continuaient le combat. Immobilisation au sol maintenant du côté de Rive-Sud. Il n'y a pas eu de projection parce que la personne s'est elle-même mise sur le dos, donc il n'y a pas de point associé à ça. Elle doit maintenir 20 secondes largement sur le dos pour créer la victoire avec le hippon au sol par immobilisation. Point pour Rive-Sud. Je sais que du côté de Estrie, la combattante, Mademoiselle Archambault, est seulement d'âge U14, dernière année U14. On peut voir la reprise. On peut voir la fin du combat. On peut voir la reprise. Tombe sur le dos, ne réussit pas à accrocher la jambe et donc l'athlète de Rive-Sud est capable d'appliquer l'immobilisation. C'est maintenant terminé. Donc, les arbitres appellent au centre du tapis les deux équipes. Encore une différence avec le tournoi individuel où habituellement la décision est donnée tout de suite. Maintenant, donc 4-2. Victoire de la Rive-Sud. Victoire de la Rive-Sud qui passe en finale. Donc, ce qui donne automatiquement, étant donné que nous étions en demi-finale, ce qui donne automatiquement la médaille de bronze à la région de l'Estrie. Donc, comme dans plusieurs sports ici au Jeux du Québec, les deux perdants des demi-finales récoltent une médaille de bronze. Il y a deux médaillés de bronze. Il y a toujours deux médaillés de bronze en judo. À moins qu'il n'y ait pas assez de combattants dans la catégorie de base. Ici, il y a 4 ou 5 seulement représentants, athlètes présents dans la catégorie. Il n'y aura qu'une bronze. Mais quand il y a un tableau complet, comme ici présentement, 2 bronzes. Alors, on s'apprête à passer dans quelques instants à l'autre demi-finale, Mauricie-Montréal. Avant d'entrer en action, François, tu nous parler un petit peu de la saison typique d'un karatéka au Québec. Un judoka, je m'excuse, au Québec. Est-ce que c'est... Est-ce que les Jeux du Québec représentent la fin de la saison? Est-ce qu'on a une saison calendrier janvier à décembre? Comment un judoka... La saison d'un judoka se déroule tout au long de la saison académique. C'est comme exactement la saison scolaire. Donc, de septembre à mai, je vous dirais. Après ça, on tombe plus en hors-saison, saison de transition, pour recommencer toujours à la mi-août environ les entraînements. Donc, les tournois de sélection, les tournois de développement se font à partir d'octobre, à aller jusqu'au championnat canadien qui se situe toujours au mois de mai. Donc, tout dépendant de l'âge, la saison est plus ou moins longue, tout dépendant de l'âge du pratiquant. On a vu du côté de Montréal 4 athlètes présents et du côté de la Mauricie seulement 3 athlètes. Pour avoir réussi à se rendre en demi-finale avec des équipes incomplètes, ces athlètes ont dû gagner leur combat jusqu'à maintenant. Donc,
Ça va être ça va être une bonne compétition. En demi-finale, la Mauricie contre Montréal. En bleu. Montréal en bleu. Mauricie en blanc. Donc on voit les athlètes de Montréal n'ont pas l'habit bleu. Ils vont devoir porter un ceinturon bleu et la Mauricie porteront une ceinture blanche par-dessus leur ceinture. Tu peux expliquer également les différentes ceintures qui sont présentes ici au Jeux du Québec. Est-ce qu'on a qu'une catégorie de poids? Est-ce que c'est la catégorie de poids qui détermine le combat ou on a également des ceintures où on peut avoir différentes ceintures dans la même catégorie? Oui, effectivement. La façon de déterminer, comment on fait aux Jeux du Québec dans le plan de développement de l'excellence de la Fédération. Les Jeux du Québec se situent au niveau du développement, préparatoire aux Jeux du Canada, préparatoire aux championnats canadiens. C'est un tournoi qui fait en sorte que c'est un athlète par catégorie de poids, par région, vient représenter sa région. Nonobstant son grade ou sa ceinture. La catégorie qui a été retenue dans le plan de développement pour la finale provinciale des Jeux du Québec, c'est la catégorie des moins de 16 ans. Et donc, au niveau des ceintures, c'est les ceintures vertes et plus. Donc, en judo, on commence avec la ceinture blanche, la ceinture jaune, la orange. Et ensuite, on tombe verte, la bleue, la marron. Et ensuite, on passe l'examen pour la ceinture noire. Donc, la catégorie verte et plus sont des catégories qui sont déjà quand même assez avancées, ce qui permet des règlements différents du développement. On a beaucoup plus de mouvements qui sont autorisés parce que les jeunes, les athlètes sont habitués de prendre des chutes et une bonne maîtrise du judo. Alors, encore dans quelques instants, on voit les athlètes là, qui se préparent à leur combat. En train de replacer les tapis qui se sont légèrement déplacés. On s'assurer qu'il n'y a pas d'espace entre les deux tapis. Pas que les athlètes se prennent les pieds ou les orteils dans les fentes. Tom Martineau et pour Montréal, Anton Dixon. Dans la catégorie des moins 44 kilos, pour la Mauricie, Elisabeth Rousseau. Alors, on peut voir la première compétitrice de la Mauricie qui n'a pas d'opposante du côté de Montréal. Dans les 44 kilos, effectivement. Donc, un point gratuit du côté de la Mauricie. Alors, en moins 48 kilos, il y aura un affrontement. L'arbitre demande à l'athlète de replacer ses cheveux car le règlement interdit que les cheveux touchent l'habit derrière. Étant donné qu'on prend l'habit, les cheveux pourraient nuire à la prise ou même... nuire à l'athlète. Nuire à l'athlète. Alors, début du combat chez les moins de 48 kilos. Il
va l'athlète de la Mauricie qui est gauchère. Essaie de prendre un contrôle au-dessus de l'épaule. Continuité au sol. Tentative présentement de ce qu'on appelle Shimewaza, les techniques appliquées pour les étranglements qui sont autorisées chez les moins de 16 ans, ceinture verte et plus, justement. Et ce qui peut faire en sorte qu'un athlète abandonne le combat et donc perde le combat si l'étranglement est bien appliqué. Donc, renversement, on essaie d'amener l'adversaire vers le dos. Il doit se replacer parce qu'il n'y avait pas de progression assez marquée. Je n'ai pas remarqué. Victoire de Montréal. Victoire de Montréal de l'autre côté. Saguenay-Lac-Saint-Jean. Alors, Montréal, qui avait quand même 3 médailles d'or dans la partie individuelle du tournoi, dans le par équipe, donc, réussissent à atteindre la finale contre Richelieu-Yamaska. Je vois que les athlètes... J'ai tenté de capter le son ambiant. Je crois qu'avoir capté Montréal gagnant, mais je vois que les athlètes de Saguenay-Lac-Saint-Jean qui se félicitent, sont fiers de leur performance. Je suis pas sûr. On attendra le résultat final, le résultat officiel. Présentement, ici sur le tapis B, encore égalité après. Il reste 1 minute 20 au combat. Confirmé la victoire du Saguenay-Lac-Saint-Jean chez les garçons. Alors, c'est une belle surprise, je vous dirais, parce que chez les garçons, 3 médailles d'or dans l'individuel du côté de Montréal. Donc, Saguenay-Lac-Saint-Jean a réussi à vaincre. Donc, Saguenay-Lac-Saint-Jean contre Richelieu-Yamaska en finale. Qu'on verra un peu plus tard. Donc, ici, de retour au combat Montréal-Mauricie. Toujours égalité en 48 kilos. Féminin, oui. Tentative d'attaque. Pas réussi. L'arbitre demande à l'athlète de replacer son habit, de resserrer les ceintures, s'assurer que l'équipement soit la même chose des deux côtés. Un principe d'équité, bien sûr. Ouais. Oh, il va y avoir une pénalité du côté de la Mauricie. On va avoir appliqué les 2 mains trop longtemps du même côté de l'habit. Donc, le corps est séparé en 2 par le milieu. On doit placer les mains, une main de chaque côté. Si on se retrouve de l'autre côté... Oh! Mauricie qui a fait une attaque sur Ichimata et réussit à avoir une marque de Yuko. Qui fait en sorte qu'elle prend l'avantage, car les pénalités ne comptent pas, à moins qu'il y ait égalité. Et là, à égalité, la personne qui a le moins de pénalités remporte le match. Bon travail. Deuxième pénalité pour la Mauricie. Lorsqu'on fait le geste avec les bras, une moulinette avec les bras, c'est pour non-combativité, donc pas assez d'attaque. Trop défense. Pas assez de tentatives d'attaque dans le temps voulu par les arbitres qui doivent juger,
Ils doivent juger de l'intensité du combat avec un certain temps. Victoire pour la Mauricie. Victoire de la Mauricie, donc deuxième point pour la Mauricie. Est-ce qu'on peut surclasser les athlètes de catégorie de poids s'il nous manque des athlètes dans la région? On a la reprise. On voit ici la marque, la projection sur Uchimata et une suite au sol qui a avorté. Est-ce qu'on peut être surclassé de catégorie de poids s'il nous manque des athlètes dans la région? On a le droit de surclasser d'une catégorie vers le haut. OK. Seulement vers le haut. Donc, quelqu'un qui se bat en 52 kg pourrait aller en 57 kg. Mais les règlements sont... les plus petites catégories de poids là, qui n'avaient pas de participants, on ne peut pas les surclasser, soit qu'ils n'ont pas 16 ans, qu'ils ne sont pas ceinture verte ou qu'ils n'avaient pas de cette catégorie-là. Exactement. Okay. Le surclassement peut... il y a les dernières années U14 qui peuvent venir, s'ils sont ceinture verte et plus, participer aux Jeux du Québec s'il reste des places dans la délégation. Pour combler les trous et pour développer. Quand même avoir des équipes complètes lors des compétitions par équipe. Exactement. Et eux pourront, dans 2 ans, revenir aux Jeux du Québec, donc avoir un avantage. Chance. Oui, voilà, deuxième chance. Donc, un combat, troisième combat. Montréal a eu un point en ayant une catégorie où ils étaient représentés et pas la Mauricie. Maintenant, c'est la catégorie des plus de 63 kilos. Une contre-attaque de la Mauricie sur une tentative d'attaque manquée de Montréal. Et immobilisation, continuité au sol tout de suite. Ce qui fait en sorte présentement que l'athlète de Montréal, le compteur tourne. 20 secondes. Victoire de Mauricie. On voyait également un net avantage là, au niveau physique là, de l'athlète de Mauricie. Ce qui peut arriver dans certaines catégories. Ben, lorsqu'on a la catégorie plus de 63 kg, alors effectivement, ça commence à 63 et ça s'en va jusqu'à... Il n'y a pas de limite. Voilà, c'est ça. La Mauricie qui passe en finale. Dans la catégorie tournoi par équipe U16 féminin, les équipes de la Mauricie et de Montréal. On fait la parade pour annoncer le résultat. L'équipe de la Mauricie et l'équipe de Montréal s'avance au centre du tapis. La Mauricie en blanc, 3 victoires. Montréal en bleu, 2 victoires. Victoire de la Mauricie. Victoire de la Mauricie qui avance en finale, qui rencontrera l'équipe de la Rive-Sud un peu plus tard cet après-midi. C'est ce qui met fin aux demi-finales. Alors, on vous revient un peu plus tard avec la présentation des finales masculines et féminines en direct du complexe sportif de Drummondville. Vous écoutez la web-diffusion de la compétition de judo, la 50e finale des Jeux du Québec Drummondville hiver 2015. Jean-Laure en compagnie de François Noël. À plus tard, mesdames, messieurs. Au moment de sa soumission auto, on était là pour David, avec des prix compétitifs. On était là rapidement, même quand son auto n'était plus là. On était là avec la réclamation en ligne quand il a eu son accrochage. Mais quand David a eu la drôle d'idée d'utiliser sa voiture comme cabine d'essayage, on n'était pas là. Pour l'assurance, Desjardins est là quand ça compte. Demandez une soumission.